Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment va ce matin? Ça va super bien. Alors, on continue dans ta revue annuelle. On parle de quoi aujourd'hui? On continue dans notre revue de l'actualité de 2020. On va s'intéresser cette fois-ci au Mali, parce qu'il faut savoir que le Mali a connu un changement majeur au cours de l'année 2020, notamment avec précisément le 18 août 2020 où une junte militaire a renversé le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le Conseil national pour le salut public. Et donc, c'est une junte militaire constituée d'officiers maliens qui ont en fait pris en quelque sorte le relais à la suite de contestations populaires dont Bamako et la plupart des grandes villes maliennes étaient déjà le théâtre depuis de nombreux mois. Parce qu'il faut bien comprendre que le coup d'État d'août 2020 n'était que, si tu veux, la partie visible de l'iceberg. Depuis déjà le mois d'avril, il ne faut pas l'oublier, le Mali avait organisé des élections législatives. Et donc, à l'issue de ces élections législatives-là, de nombreuses contestations avaient été faites par notamment certains partis de l'opposition qui contestaient les résultats qui donnaient pas une confortable majorité, mais qui donnait quand même une majorité relative au parti présidentiel ou au camp présidentiel. Et donc, la Cour constitutionnelle, une fois saisie pour gérer ce contentieux-là, avait au contraire donc revu les résultats en annulant certains résultats dans des circonscriptions justement où le parti au pouvoir n'était pas arrivé en tête, ce qui lui avait permis d'accroître son avance au finish. Et donc c'est justement cette décision de la Cour constitutionnelle là qui va mettre le feu aux poudres, puisque c'est celle-là qui va entraîner la colère des Maliens et qui va entraîner le fait que ceux-ci vont descendre dans la rue par milliers pour réclamer non seulement la dissolution de la Cour constitutionnelle, mais également la dissolution de cette Assemblée nationale-là pour laquelle elle estimait qu'elle n'était pas légitime et représentative des Maliens, et plus loin encore, demandait tout simplement la dissolution du gouvernement et voire même la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il jugeait totalement incompétent pour faire face aux crises multiformes auxquelles le Mali faisait face depuis déjà des années, depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Il y a d'abord la crise sécuritaire liée au terrorisme djihadiste. Il faut savoir que le Mali, depuis 2012, est en proie à... même pas 2012, qu'est-ce que je raconte? Depuis 2011-2012, est en proie à des violences djihadistes, notamment perpétrées par des groupes islamistes qui sévissent notamment à la frontière avec le Niger et avec celle du Burkina Faso. Et donc, il y a cette violence-là à laquelle, malgré la présence de militaires français, malgré la présence de forces nigériennes, donc dans le cadre de la mission de la MINUSCA, qui représente à peu près 55 000 soldats, donc Barkhane, d'abord épervier, qui est devenu Barkhane par la suite, plus les soldats de la MINUSMA, on a à peu près 55 000 troupes étrangères sur le territoire malien, et toujours est-il que celle-ci ne soit pas capable d'endiguer cette violence, cette menace terroriste djihadiste-là. Ensuite, il y a les violences intercommunautaires entre les Dogons et les Peuls, entre les Peuls et les Haoussa. Et donc, ces violences-là, notamment au centre du Mali et à la frontière avec le Niger, font que, et également avec les groupes armés, notamment les groupes armés Touareg, notamment à la frontière également avec le Niger. Donc, toutes ces violences intercommunautaires ont poussé certaines communautés à se constituer en milices d'autodéfense. Et ce sont ces milices d'autodéfense-là qui reprochaient justement à l'État malien son incapacité à pouvoir garantir leur sécurité, qui ont entraîné évidemment des violences, notamment des Peuls vis-à-vis des Dogons. Et donc, l'État malien va décider de réagir sous Ibrahim Boubacar Keïta et envoyer de l'armée. Et donc, ça va entraîner également des combats entre les militaires et les Dogons et les Peuls, et ce qui va entraîner évidemment des morts supplémentaires. Donc cette
exacerbation de cette violence intercommunautaire ajoutée à cette violence djihadiste-là laissait entrevoir dans l'opinion publique malienne l'incapacité du Mali à pouvoir assurer un minimum en termes de sécurité. Puis, il y a l'autre volet lié à la crise économique. Le Mali, comme la plupart des pays de la région, le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il est 135e sur les 180 selon l'indice de développement humain. Et donc, le Mali est un pays qui, bien que regorgeant de quelques ressources minières, est extrêmement dépendante de l'aide internationale, est extrêmement dépendante des bailleurs de fonds internationaux. Et malgré les 10 années, un premier mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui était plus celui où il a plutôt tenté à consolider son pouvoir, à consolider ses positions dans les différentes institutions maliennes, plutôt que de véritablement se pencher sur les problèmes économiques des Maliens. Et donc ce second mandat-là est venu malheureusement conforter l'idée, même s'il avait été réélu, avec le soutien notamment de certains leaders, religieux et certains leaders d'associations qui par la suite vont se retourner contre lui. Et malgré cette réélection-là, il n'aura jamais su véritablement trouver des solutions sur le plan économique pour tenter de relancer la machine économique, pour tenter de lutter contre le chômage des jeunes, pour tenter de promouvoir l'entrepreneuriat ou de mettre en œuvre, si tu veux, un modèle économique qui puisse permettre aux Maliens de pouvoir subvenir à leurs besoins, des besoins basiques quotidiens. Et donc cette crise économique qui s'est encore aggravée avec la crise sanitaire en 2020, parce qu'il faut savoir que le Mali, comme la plupart des pays du continent, ont également, lorsque l'on a eu l'apparition de premiers cas sur leur territoire, ont dû confiner. Et donc ces confinements-là ont malheureusement tué le tissu économique qui est largement dominé par des activités informelles. Et donc la plupart des Maliens, des jeunes Maliens, qui, faute d'avoir des emplois, soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique, sont particulièrement actifs dans le secteur informel, avec ces confinements, le peu d'activités qu'ils avaient, ces activités-là ont dû fermer, et donc ils ont dû grossir la grande masse des Maliens qui n'avaient plus de ressources. Et donc tout ça a fait que, évidemment, la colère également a commencé à gronder dans l'opinion publique malienne. Et cette colère-là a été exacerbée notamment par la décision de la Cour constitutionnelle qui a retoqué les résultats et accordé évidemment des sièges supplémentaires aux partis au pouvoir. Donc c'est conscient de cette situation qui était devenue explosive. Au courant du mois de juillet, le gouvernement malien va d'abord, dans un premier temps, essayer de répondre par la force. Avant, évidemment, c'est en envoyant notamment la police et la gendarmerie pour essayer de réprimer par la force les manifestations, notamment qui avaient lieu chaque week-end dans les rues de Bamako. Et puis après, évidemment, les blessés et les morts que cela a entraîné, il s'est ravisé et a tenté par la suite d'ouvrir un dialogue avec l'opposition et avec la société civile. Malheureusement, le mal avait été déjà fait. L'opposition politique et la société civile, amené par le mouvement du 5 juin, le M5, n'ont absolument plus voulu dialoguer avec le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, et à partir de ce moment, ils ont demandé purement et simplement le départ du président malien. Malgré l'arrivée de la CEDEAO qui va tenter à 2 reprises de renouer le dialogue entre la société civile et l'opposition politique, d'une part, et le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, cela ne va absolument pas aboutir, puisque les deux chaque bloc va rester dans ses positions. Dans un premier temps, le gouvernement estimait que le président Ibrahim Boubacar Keïta venait d'être réélu et donc il n'avait pas terminé son second mandat, et donc il n'avait pas de raison que celui-ci puisse rendre son tablier, chose à laquelle rétorquait la société civile et l'opposition politique en disant que justement la déliquescence de la situation aussi bien économique, sécuritaire que politique et notamment la crise institutionnelle dans laquelle le Mali était englué était en grande partie due à l'incompétence d'Ibrahim Boubacar Keïta, et donc à ce titre il devait tirer les conséquences de son incapacité à pouvoir trouver
trouver des solutions pour aider les Maliens. Donc, à ce titre, il devait démissionner. Et donc, c'est sur ces positions-là extrêmement fermes des deux camps, et il faut également savoir que le gouvernement malien était soutenu par la CEDEAO, qui estimait que le Mali ne pouvait pas se permettre une crise institutionnelle qu'entraînerait une démission du président Boubacar Keïta, et donc a demandé que, au contraire, qu'il y ait la mise en œuvre d'un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement d'union nationale, là aussi, évidemment, il n'y a pas pu avoir un accord entre le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta et celui de l'opposition politique, puisque l'opposition politique réclamait le fauteuil de Premier ministre et celui des ministères régaliens, et demandait également d'avoir la possibilité de ne pas rendre des comptes au président de la République, mais plutôt directement à l'Assemblée nationale, chose à laquelle évidemment le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta n'était absolument pas d'accord. Eux, ils voulaient toujours avoir la main sur le choix du Premier ministre et le choix des portefeuilles régaliens, et demandaient évidemment que le gouvernement travaille de concert avec le président. Et donc c'est malheureusement sur ces position inconciliable que évidemment la rue a continué à manifester, et le 18 août évidemment à 15 km au nord de Bamako, dans le camp Soundiata Keïta de Kati, on a entendu évidemment d'abord des coups de feu dans le camp, puis une colonne de l'armée s'est déplacée vers Bamako et avait arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre de l'époque, Boubou Cissé. Et dans la nuit, aux alentours de 23h heure locale, on avait vu une allocation d'Ibrahim Boubacar Keïta qui annonçait non seulement sa démission, mais également la démission de son gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc à la suite de quoi, le lendemain, on apprenait qu'un comité national de salut public, un comité national de transition, était mis en place. Et donc cette transition-là, évidemment, s'est faite de deux côtés, avec deux parties. Il y a d'un côté, on a les militaires qui ont pris le pouvoir, et de l'autre côté, on a l'opposition civile et évidemment la société civile. Et donc, on a dû donc rebattre les cartes politiques. Ça a dû entraîner la recombinaison, si tu veux, du paysage politique malien. Et les grands gagnants de cette situation, c'est évidemment les militaires, parce que les militaires, on a le président en charge de gérer cette transition-là, qui est un colonel-major à la retraite, Mbandao, qui était également un ancien ministre de la Défense. On a Mokhtar Ouane, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, qui lui hérite de la primature. Et évidemment, il ne faut pas oublier que le président Mbandao, qui est le président de la transition, est affublé d'un vice-président qui est Assimi Goïta, qui était le colonel qui avait justement dirigé le comité national de salut public, qui avait entraîné la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, on a ensuite un conseil national de transition qui remplace l'Assemblée nationale et qui est également dirigé par un militaire, Malik Dio. Il faut savoir également que dans le gouvernement de transition qui a été mis en place pour une durée de 18 mois maximum, c'est ce que évidemment les responsables de la transition avaient négocié, notamment avec la CEDEAO. Ils voulaient au départ une transition qui puisse durer entre 2 et 3 ans, ce à quoi évidemment la CEDEAO s'est fermement opposée. Et donc la CEDEAO aussi, il ne faut pas l'oublier, au lendemain de la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, avait décidé de mettre en place un embargo total sur le Mali, sur le plan aérien et terrestre. Et donc à la suite de négociations avec les autorités de transition, notamment sur la durée de la transition, sur le fait qu'évidemment les membres qui sont ceux qui dirigent la transition n'auraient pas le droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle, après également avoir offert un certain nombre de garanties, notamment concernant les autorités maliennes de l'ère Ibrahim Boubacar Keïta, dont lui-même, après avoir donné des garanties que Ibrahim Boubacar Keïta, son premier ministre, ou certains membres, certains officiels à l'époque ne seraient pas menacés de poursuites judiciaires de la part de la junte. Après avoir donné ces garanties-là, évidemment, la CEDEAO avait décidé en fin décembre dernier de lever l'embargo dès que, évidemment, le gouvernement de transition et le Conseil national de transition avaient été mis en place. Dans la foulée, il ne faut pas aussi également oublier que certaines affaires judiciaires qui avaient été en quelque peu, je ne dirais pas enterrées, mais qui étaient un peu mises en suspens sous l'ère d'Ibrahim Boubacar Keïta, ont ressurgi.
c'est notamment l'affaire des bérets rouges disparus. Il ne faut pas l'oublier que le 2 mai 2012, le capitaine Mamadou Aya Sanogo renversait Amadou Toumani Touré. Et un mois plus tard, en juin 2012, un groupe de bérets rouges fidèles à Ibrahim Boubacar Keïta avait décidé de reprendre, de tenter de renverser la junte et de reprendre donc le pouvoir par la force. Malheureusement pour eux, après plus de 3 jours de combat, ils n'avaient pas réussi. Et donc, en représailles, les bérets verts qui sont les bérets verts, ceux qui avaient justement entraîné la chute d'Amadou Toumani Touré, en représailles, vont arrêter un certain nombre de bérets rouges, à peu près une vingtaine. Et donc, ces bérets rouges-là auront été, semble-t-il, transférés au camp Soundiata Keïta de Kati, où ils auraient, durant plusieurs jours, été torturés. Et ensuite, il semblerait que ils aient été exfiltrés du camp et n'aient plus jamais réapparu aux yeux de leurs proches ni de leur famille. Et donc, pour certains spécialistes à l'époque, ils estimaient que ces bérets rouges-là auraient été purement et simplement assassinés par les bérets verts et enterrés dans une fosse commune aux alentours de la ville de Kati. Évidemment, jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé ces corps-là, mais évidemment, de forts soupçons planent notamment sur l'ancien patron de la junte qui avait renversé le général Amadou Toumani Touré, donc celui qui est maintenant aujourd'hui le général aussi, Amadou Aya Sanogo, qui lui, évidemment, a été, pas encore placé en mandat de dépôt, mais il a été en quelque sorte mis à disposition de la justice malienne. Donc, évidemment, dans les jours ou dans les mois qui suivent, il devra évidemment répondre de sa responsabilité présumée dans l'affaire de la disparition de ces bérets rouges-là. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que se trouve actuellement le Mali. Il ne faut pas aussi oublier que malgré la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, les djihadistes n'en ont pas fini. Ils ont continué à perpétrer des attaques sur le sol malien. Pas plus tard que le 24 août 2020, une colonne de militaires maliens était attaquée au nord du Mali et avait fait à peu près 7 morts parmi les militaires maliens. Et donc, depuis lors, plusieurs attaques ont été menées. Même, on l'a appris également ces derniers jours, 3 militaires français ont également été tués dans le nord du Mali. Donc, la menace djihadiste demeure une réalité malheureusement des Maliens, et ce, en dépit de changements de tête, de changements de personnalité à la tête du Mali. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le Mali en 2020 dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Da Fresh Morning.